et fidèles auditeurs de la radio akondanews.net, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons ce matin dans le cadre de notre rubrique hebdomadaire, l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir une personnalité et non des moindres. J'ai nommé l'honorable Gwali Dodo Basile Junior. Fidèles auditeurs, je rappelle que vous êtes sur les ondes de radio akondanews.net. Qui est Gwali Dodo Basile Junior? L'honorable Gwali était un intellectuel de haut vol rompu aux arcanes de la philosophie, de la diplomatie et de la géopolitique. Il est à juste titre inspecteur en chef de philosophie après avoir exercé la fonction de professeur à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Enseignant chevronné, rompu à la tâche, c'est avec brio qu'il a décroché son entrée au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris qui fera de lui un diplomate. Exactement. Membre du bureau politique du PDCI-RDA, délégué départemental du PDCI-RDA de Vavois, inspecteur du parti, secrétaire exécutif du PDCI-RDA chargé des relations avec les enseignants. Son incontestable et riche expérience politique conjugué à ses fonctions d'enseignant, de diplomate, de géopoliticien, vont le conduire à l'hémicycle en tant que député de la nation. En sa qualité de conseiller technique au ministère du Commerce chargé du commerce extérieur, Basile Gwali, depuis 2012, honorable Gwali, nonobstant tout ce bagage intellectuel, vous avez opté pour la politique. Avec tout ce que nous savons de la politique et son corollaire de tension, de suspicion. Aujourd'hui, on est adulé, demain, on est détesté. Étiez-vous obligé de vous engager dans la politique? Écoutez, c'est ça qui fait le charme de la politique. Le fait d'être adulé aujourd'hui et puis détesté demain. Voilà, quand on a fait une formation en philosophie, quand on a lu Platon, quand on a lu Machiavel, quand on a travaillé sur Machiavel, le secrétaire de la seconde chancellerie de Florence, quand on sait comment prendre le pouvoir et le conserver, quand on a lu Karl Marx, quand on a lu Hegel, quand on a lu Rousseau, je crois que quand on a lu John Locke, quand on a lu des grands philosophes politiques, quand on sait ce que veut dire se mettre au service des populations, je pense que toute vie est une vie politique. Et se mettre officiellement à la disposition de nos concitoyens, je pense que c'est la meilleure chose qu'on devrait pouvoir choisir. Honorable Gwali Dodo Basile Junior, en votre qualité de géopoliticien et de stratège, quel regard portez-vous sur la sécurité en Afrique? Regard de ce que nous constatons avec un peu ce qui se passe un peu dans la sous-région. Je veux parler des mouvements djihadistes depuis le Nigeria jusqu'à ici au niveau du Sahel, le Mali, le Burkina Faso. Et je crois que l'Afrique a des soucis à se faire sur le plan de la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle les pays africains devraient pouvoir conjuguer leurs efforts pour lutter contre l'insécurité au niveau de la sous-région. Et vous le constatez, des mouvements djihadistes qui circulent un peu partout, depuis les événements que nous avons connus depuis la Libye. Et les mouvements djihadistes deviennent maintenant des mouvements, c'est une gangrène au sein de nos États. Et c'est dangereux. C'est dangereux pour l'équilibre, pour des pays qui veulent vraiment émerger. Je pense que l'insécurité est un mal à proscrire. Depuis le début de la décennie 2010, la tendance était à une baisse de l'insécurité, de la violence et des conflits en Afrique. Mais aujourd'hui, nous assistons à une hausse de la violence dans plusieurs pays africains. Quelles sont selon vous les causes de la montée de la violence en Afrique? Bon, je pense que les causes sont à la fois exogènes et puis endogènes. Mais je vais plutôt m'attarder sur les causes endogènes. Ça dépend aussi de la façon de conduire les peuples dans un État. Quand des jeunes gens, vous voyez un peu que ce qu'on appelle djihadistes, ceux qui sont là-bas de l'insécurité, ce sont des jeunes gens qui sont issus de différents pays, voilà, qui ont échoué. Voilà. Si des politiques n'ont pas été mises en place pour donner un avenir certain à nos jeunes, alors ils s'adonnent à ce qui est plus facile pour eux, c'est-à-dire le djihadisme, pour avoir facilement ce qu'ils ont avec quelques armes. Voilà, c'est ce qui se passe un peu. Et puis aussi, il y a des politiques qui sont menées de l'extérieur. Et vous avez un peu vu le problème de la Libye. Ça a désorganisé totalement le peuple libyen. Et donc, ces mouvements djihadistes ont pris fait et cause pour ça, et ils sont venus, ils se sont éparpillés un peu dans notre sous-région. Donc c'est pour dire qu'il y a du travail à faire au niveau d'abord des dirigeants africains. Comment? Oui, mais ils doivent se poser des questions. C'est la première des choses quand on dirige un pays. Pourquoi il y a l'insécurité? Voilà, si tu connais les causes de l'insécurité, tu peux facilement les combattre. Donc vous voyez un peu, chez nous, quand je dis chez nous, je parle de la Côte d'Ivoire, il y a des problèmes des microbes. Je préfère le dire clairement comme ça. Donc avec ces gens,
On connaît d'où ça vient. Voilà, il faut faire une autre politique pour voir comment les insérer dans le tissu social. C'est simple, comment faire pour les insérer dans le tissu social et puis ça facilite la tâche. Parce que ce sont ces mêmes jeunes qui sont recrutés par des mouvements djihadistes et qui vont semer la terreur un peu partout en Afrique. Et ce n'est pas bien pour un pays, pour des pays africains qui veulent émerger. Et il faut forcément combattre ces mouvements d'insécurité, ces poches d'insécurité qui créent l'instabilité chronique dans nos États. Quand on revient en Afrique, alors regardons un peu le système de gestion des États, des chefs d'État africains. Tantôt c'est le règne de l'impunité, et tantôt c'est l'indice de pauvreté, n'est-ce pas, qu'on n'arrive pas à réduire. Alors vous, est-ce que la gestion actuelle des chefs d'État en Afrique, peut-être, n'est-ce pas, peut contribuer à permettre au peuple, n'est-ce pas, de connaître un mieux-être? Écoutez, nous avons des ressources. L'Afrique est riche. L'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres. Vous comprenez? Donc, il suffit d'avoir d'abord une mainmise sur nos richesses, nos ressources naturelles, et puis faire une politique sociale, vraiment de développement, une véritable politique intégrée pour pouvoir lutter contre l'insécurité, contre la pauvreté, contre l'insécurité alimentaire. Il faut tous ces politiques-là ensemble pour pouvoir permettre aux Africains d'être un peu stables, pour ne pas s'adonner à l'insécurité. Voilà. Nous avons des richesses. Vous ne pouvez pas comprendre que, bon, il y a des pays comme la Belgique qui n'ont aucune ressource. Ce sont des gens qui n'ont aucune ressource. On peut dire que sur le plan des ressources, la Côte d'Ivoire est plus riche que la Belgique. Mais la Belgique apparaît comme un pays développé par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc ça va venir un peu, ça va venir progressivement. Je pense que les efforts sont en train d'être faits. Voilà, c'est pas parce que je ne le dis pas parce que j'aime forcément mon pays, mais des efforts sont en train d'être faits pour nous enlever doucement de là. Il faut avoir notre indépendance d'abord dans les prises de décision. C'est très important pour nous. Voilà. Et puis maintenant, faire ce qu'on a à faire pour que nos populations soient heureuses. Honorable, une indépendance dans les prises de décision, qu'est-ce que vous insinuez? Non mais écoutez, quand on veut se mettre à la disposition des peuples, on n'attend pas des ordres de l'extérieur. Tu as dit que nos dirigeants sont manipulés de l'extérieur? Je ne le dis pas directement comme ça, mais j'ai cette impression. Mais prenons le cas, n'est-ce pas, de la RDC, alors qui est un pays dont la terre est très fertile en matière de ressources minières et minéralières. Alors, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce pays ne soit sur le banc des pays les plus pauvres, l'un des pays les plus pauvres dans le monde. Et ça veut dire que c'est parce qu'il y a une même mise derrière que les pays africains n'arrivent pas à décoller. Vous voyez un peu, ça me fait pitié. La RDC, c'est un continent. C'est un continent. Et nous, ils ont environ, je crois, près de 80 millions d'habitants. Ils ont un sous-sol très, très riche, vachement riche. Mais la RDC, les populations de Congolais sont pauvres. Parce que d'abord, il y a l'insécurité qui règne partout. Il y a des groupes armés un peu éparpillés partout. Vous voyez? Et puis quand on voit l'histoire, pour qui connaît l'histoire de la RDC, avec la présence du Congo, comment on appelle ça, des Belges en son temps, à se détacher de cette pesanteur-là, coloniale, pour pouvoir prendre en main leur propre destin. Vous voyez? Donc c'est ça. Nous avons beaucoup de difficultés dans ce sens-là. Nous sommes riches, mais nos prises de décision sont très, très, très influencées par l'extérieur. Citer Aristote, etc. Oui. Alors, ceux-là, vous avez lu Platon. Alors, comment ceux-là peuvent influencer la gestion d'un homme politique afin, n'est-ce pas, de permettre au peuple d'atteindre un mieux-être? Il suffit d'apprendre. Moi, je suis un enseignant de philosophie et je peux dire par ricochet que pour tous mes travaux, je suis aussi philosophe, mais je suis un philosophe politique. J'ai lu Platon. Vous savez comment Platon conçoit la gouvernance. Platon conçoit la gouvernance. J'ai lu Rousseau. Vous savez comment Rousseau conçoit aussi la gestion de l'État, la démocratie et autres. Donc quand on est imprégné de toutes ces connaissances-là, je pense qu'on a la possibilité de conduire son peuple à des lendemains meilleurs. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas lu Platon, tout le monde n'a pas lu Rousseau, tout le monde n'a pas lu John Locke, et c'est un peu difficile. Et ceux qui sont imprégnés de ces connaissances ne sont pas au cœur de la gestion. Et c'est ça aussi l'anachronisme dans la gestion des deux États. N'est-ce pas ce qui vous avait, n'est-ce pas, conduit à présenter votre candidature en 2016? Oui, en 2018, effectivement. En 2018, bon, vous savez, quand on a une ambition, on a envie de se mettre, quand on fait la politique à un moment donné, ce n'est pas tout le monde qui cherche à être président. Tout le monde fait la politique
mais ce n'est pas tout le monde qui va devant. Quand on a une ambition, on l'exprime. Et en 2018, j'ai exprimé mon ambition de me mettre au service de la Côte d'Ivoire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai annoncé ma candidature à la candidature en son temps. Nous sommes dans une situation où il faut respecter les choses. Mais cette candidature, c'était pour pouvoir dire à mes parents, à mes concitoyens, que je peux me mettre au service du peuple. Mais il fallait le président Bédié, qui est mon mentor, qui est mon papa. Voilà, c'était pour lui dire que, au cas où il n'était pas intéressé, je suis là. Honorable, comment percevez-vous aujourd'hui les relations diplomatiques entre la France et ses ex-colonies africaines? Les relations, ce que je constate tout simplement, c'est que la France sait faire ce qu'elle a à faire. Moi, je vous dis tout simplement, dans un premier temps, moi, je suis francophile. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Je suis francophile. En son temps, j'ai créé une ONG, Action pour la France. Je vais vous expliquer pourquoi Action pour la France. Parce qu'en son temps, les gens menaient des actions contre la France. Et moi, j'ai décidé de mener des actions pour la France. Parce que c'est notre ancienne colonie. C'est notre ancienne colonie. C'est à nous de pouvoir travailler de telle sorte que les Français comprennent que nous avons grandi. Mais il ne s'agit pas de les chasser. Il ne s'agit pas de chasser les Français. Puis moi, mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Ses papiers se trouvent à Fréjus actuellement. J'ai écrit, on m'a envoyé le matricule de mon père. Il a des traces là-bas. Donc, moi, je suis un francophile. Il ne s'agit pas de rejeter un pays colonisateur comme la France pour aller encore prendre un autre pays colonisateur. Il s'agit de faire comprendre aux pays colonisateurs que nous avons grandi. Et comment? Ah, mais justement. C'est apparemment la France joue la sourde oreille lorsque les peuples africains crient leur indépendance. La France ne joue pas la sourde oreille, c'est nos peuples africains, nos dirigeants africains qui ne savent pas s'assumer. Voilà. C'est nos dirigeants qui ne savent pas s'assumer. Quand tu sais s'assumer, quand tu sais t'assumer, les gens te respectent. Pour vous, quel dirigeant africain pour l'Afrique? Pour vous, quel dirigeant africain pour l'Afrique? Dirigeant qui comprend que les peuples africains ont grandi et que les collaborations qu'on a avec les autres pays doivent être des collaborations que sur le plan du gagnant-gagnant, comme les gens le disent, et qu'il n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit, et qu'il est véritablement indépendant. L'indépendance, ce n'est pas une expression qui s'est décrétée. Ça se mérite, ça se gagne au jour le jour. C'est comme la liberté. La liberté se gagne au jour le jour. C'est ça. Mais j'ai l'impression que la plupart de nos dirigeants croient qu'en s'inféodant, ils veulent plutôt conserver leur pouvoir, les acquis qu'ils ont. Donc, ils se sentent obligés de s'inféoder aux autres. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, si vous êtes chef d'État, comment entendrez-vous vous assumer si vous êtes chef d'État? Bon, écoutez, je ne peux pas vous répondre là. Je ne peux pas vous répondre là parce que je suis encore très loin de la situation. Mais on peut rentrer dans l'image, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais pour ce que je suis en train de dire, vous comprenez que en même temps que je respecte mes alliés, en même temps que je les respecte, en même temps, ils comprendront que je veux m'assumer et que j'ai un peuple qui veut véritablement s'assumer. Vous voyez, souvent on a l'impression, on rejette tout sur nos colonisateurs. Mais on ne se pose pas de questions sur ce que nous-mêmes nous faisons. On accuse les autres. Non, à un moment donné même, tu frappes ta femme à la maison, tu dis non, c'est la France qui est au devant. Oui, mais c'est ça, moi je ne peux pas accepter. Qu'il y a des choses qui se passent que nous pouvons faire. Vous voyez un peu nos rues. Mais est-ce que vous avez vu des passages piétons dans nos grandes villes? Il n'y a pas de passages piétons. Est-ce que vous comprenez ça? Les populations luttent avec les voitures sur la route. Mais pourtant, là où ta clôture s'arrête, là, le reste, là, ce n'est plus pour toi. Est-ce que l'État fait des aménagements pour créer des passages piétons dans nos villes? Comme à Bigan ici. Il faut le faire. Ce n'est pas la France qui va venir vous dire non, qu'on vous a colonisé, donc ne faites pas ça. Mais quand on va en France, les rues sont bien, il y a des arbres qui sont bien plantés, mais nous, on voit si on fait ça ici. Mais est-ce que les chefs d'État africains n'ont pas la main liée dans leur gestion? Moi, je ne peux pas le dire. Moi, Wali Dodo, chef d'État, je n'aurai pas la main liée parce que je m'occupe de mes populations. Voilà. Parce que je sais que nous avons des ressources. Parce que la politique africaine est décidée à l'extérieur. Mais justement, je ne pense pas que la politique africaine soit forcément décidée à l'extérieur. C'est parce que nos dirigeants le permettent. Constatons la présence fortement remarquée de la Russie sur le continent africain.
est-ce que cette présence-là ne redessine pas les cartes de la géopolitique? Aujourd'hui, les peuples africains, exacerbés par certaines situations, se lancent vers d'autres peuples. On a vu ça, on a connu ça un peu avant les indépendances. Il y avait le bloc de l'Est et puis le bloc de l'Ouest. Il y avait les deux grands blocs, ceux qui étaient du côté de l'URSS et puis aujourd'hui ceux qui étaient du côté des Occidentaux des États-Unis. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de revenir à cela. Je vous dis que les cartes sont peut-être en train de se redessiner. Peut-être que c'est parce que nous avons assez d'intellectuels. Nous avons assez d'intellectuels qui réfléchissent, qui se disent, mais attends, pourquoi depuis un bon moment nous sommes toujours à la même case de départ? Pourquoi nous n'avons pas décollé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour décoller? Mais cela ne veut pas dire qu'en allant vers la Russie, que la Russie va venir vous donner le développement. Ce n'est pas ça. En fait, c'est un cri que les dirigeants, certains dirigeants qui prennent ce genre d'engagement, c'est un cri qu'ils lancent vers ceux avec qui ils étaient pour dire donnez-nous la liberté de développer de développer nos peuples, d'aider nos peuples à se développer. Donnez-nous la chance d'aider nos peuples à acheter nos matières premières à des prix réels pour que nous puissions développer, nous puissions aider nos populations. Pour ne plus que nos jeunes prennent la mer pour traverser, pour aller chez vous. Nous avons cette possibilité, nous avons des ressources pour ça, mais aidez-nous. C'est pourquoi il ne faut pas prendre ça comme si les gens voulaient se départir des autres pour aller vers un autre pays. Non, c'est un cri de cœur, mais que les gens ne savent pas très bien l'exprimer. Sinon, il ne faut pas trop attendre de la Russie aussi. Hein. Quel sens donnez-vous à la démocratie? Non, mais la démocratie, c'est l'expression de la liberté. Je ne vais pas entrer dans les définitions que vous connaissez, le pouvoir du peuple par le peuple et tout ça, c'est l'expression de la liberté. Si je suis libre d'aller voter qui je veux en fonction de ce que j'ai appris de lui, je suis libre de le faire, c'est ça. Si mon vote n'est pas influencé par qui que ce soit, c'est ça la démocratie. Expression de la liberté. Ok. C'est ça. Les principes de la démocratie inspirés des personnes, ou alors de certaines personnalités occidentales, ne sont-ils pas aujourd'hui aux antipodes des réalités africaines? Ne devons-nous pas repenser la démocratie en Afrique? Mais qu'est-ce que vous appelez réalité africaine? Parce que l'Afrique a ses traditions, a ses us et les mœurs. Voilà. Est-ce que vous allez dire? Mais je vous dis, la démocratie, j'ai écouté le président, l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. La démocratie est universelle. Ce sont des hommes. Il n'y a pas l'Afrique et puis il n'y a pas les Blancs. Il y a des humains qui veulent exprimer leur liberté. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas une question de dire non, ici c'est ma coutume. Mais si c'est comme ça, on n'allait plus faire des élections chaque 5 ans. C'est-à-dire celui qui est assis, c'est ça l'Afrique. Hein? Celui qui est assis, il est assis là pendant tant qu'il ne meurt pas, on ne le remplace pas. Vous voyez? Mais la démocratie, il faut comprendre que quand tu viens dans les hommes, la démocratie c'est l'expression de la liberté. Et aujourd'hui, malheureusement, cette démocratie-là a des soucis à se faire. Parce que la démocratie évolue dans la misère. La démocratie en Afrique évolue dans la misère. Parce que le monsieur qui est là, il ne peut pas décider. Il est malheureux, il n'est pas éduqué. On vote des ethnies, on vote des régions, on vote des tribus, selon sa tribu. On ne vote pas selon le programme de gouvernement. Non.